Il y en aura d'autres si Dieu le veut. En Grande-Bretagne aussi, le MI5 a rapporté avoir été submergé par le nombre imposant de complots terroristes. La plus importante opération de surveillance jamais menée, au nom de code Crévis, arrivait à son apogée. 4 jours seulement avant l'attentat de Madrid, le renseignement britannique a filmé secrètement un suspect en train d'examiner le fertilisant stocké dans une remise pour fabriquer une bombe énorme. Il était le leader d'une cellule terroriste entraînée au Pakistan. Là aussi, l'Irak avait contribué à radicaliser les suspects. C'est la première fois qu'on a vu un groupe important de jeunes Britanniques qui planifiaient la construction d'une grosse bombe qu'ils feraient exploser ici, au Royaume-Uni. Des arrestations ont eu lieu, à Londres et aux alentours. 5 membres de la cellule ont été jugés coupables d'avoir fomenté un attentat à la bombe contre une boîte de nuit et un centre commercial. Ils ont été condamnés à la détention à vie. L'opération Crévis est la première qui a abouti devant le tribunal et que les gens ont vu. Mais il y avait jusqu'à une dizaine de cas qui nous préoccupaient, voire davantage. Celui-ci a émergé du lot, mais il y en avait plusieurs autres qui continuaient. La police et le MI5 sentaient qu'ils progressaient. Ils recevaient maintenant beaucoup de renseignements et de pistes. Il fallait les trier, les analyser, les rejeter ou y donner suite. Mais il suffit que les terroristes les déjouent une fois. Noir. Littéralement, comme ça. En un claquement de doigts. Et je me suis dit, je vais mourir. We have thick smoke coming from the tunnel. We have Ça a été le pire attentat terroriste jamais commis en Grande-Bretagne. 3 trains du métro de Londres et un autobus ont été ciblés par les terroristes britanniques. 52 personnes sont mortes ce jour-là, le 7 juillet 2005, et plus de 700 ont été blessés. Sous terre, Jill Hicks luttait pour sa vie. Je ne pouvais pas respirer. J'entendais vaguement quelques cris. J'ai regardé par terre et j'ai vu que mes chevilles tenaient par un fil au reste de mes jambes. On se voit soi-même ainsi mutilé et ça paraît complètement insensé. Puis j'ai touché ma jambe droite et ma main a disparu dans ma jambe. J'ai alors pensé, c'est pire encore. Mais le MI5 aurait-il pu prévenir les attentats de Londres? Une enquête a finalement examiné cet enjeu. Durant l'opération Crévis, le MI5 a vu les principaux suspects rencontrer 2 hommes. Ils ne savaient pas alors qu'il s'agissait de Mohammed Siddiq Khan et de son complice Shehzad Tanveer, les auteurs du futur attentat de Londres. Le MI5 les a suivis pendant 400 km jusque dans le West Yorkshire. Et il a photographié Khan en secret. C'était 17 mois avant les attentats du 7 juillet 2005. Nous pouvons dévoiler de nouveaux éléments qui laissent entrevoir qu'on aurait pu aller plus loin. Le MI5 partageait ses renseignements avec le FBI à Washington en temps réel chaque jour. J'ai établi des relations très étroites avec mes homologues du Royaume-Uni. On échangeait des renseignements confidentiels très importants de manière continue. Dans le cas de l'opération Crévis, ma crainte était, est-ce que j'ai une vue d'ensemble? Bon, ils vont faire sauter quelque chose, mais quoi au juste? Et qui d'autre est impliqué? Jusqu'où ce groupe s'étend-il? Pourquoi le MI5 n'a-t-il pas prévenu le groupe spécial de la police du West Yorkshire en le priant de les surveiller, de lui dire ce qu'il savait sur eux et de le tenir informé? La question clé n'est pas de tenter de comprendre après coup les jugements de l'époque, mais de se demander qui constituait une menace pour la population britannique à ce moment-là. Mohammed Siddiq Khan et Shehzad Tanveer étaient-ils une menace pour la population en participant au complot Crévis? Et la réponse est non, pas à ce moment-là. Le renseignement britannique soutient qu'il devait se concentrer sur la prévention de l'attentat à la bombe de Crévis. Il ne pouvait pas suivre toutes les pistes, et les auteurs de l'attentat de Londres n'étaient alors que des suspects périphériques.
Pour chaque piste qu'on suit, il y en a une autre qu'on ne suit pas. Les ressources disponibles sont limitées. Parfois, on a de la chance, et à d'autres moments, on investit beaucoup d'efforts et on n'obtient rien. C'est la nature de ce genre de travail. Sauter à la conclusion que les services de sécurité ont failli à la tâche, c'est vrai à un certain niveau, car les bombes ont explosé. Mais conclure à un échec général, c'est, je crois, mal comprendre la nature du travail du service du renseignement. Les services de sécurité ont été confrontés à un défi sans précédent. Après les attentats du 11 septembre, l'urgence de la prévention des attentats a amené les Américains à recourir aux enlèvements et à la torture. Et on allègue que les Britanniques en seraient complices. La nouvelle génération de terroristes a été radicalisée. Les attentats du 7 juillet 2005 nous rappellent de manière terrifiante à quel point il est difficile de lutter contre ces atrocités. On ne peut pas garantir la sécurité. Peu importe ses ressources, son intelligence, l'intensité de sa collaboration avec les autres, on n'éliminera pas le terrorisme. On s'illusionne si on pense y parvenir. Dans le prochain épisode, les Américains transposent leur guerre secrète au cœur du territoire des terroristes, mais Al-Qaïda démontre sa grande résilience. 10 ans plus tard, sommes-nous plus près de la victoire?